l'actualité. Et de 7, c'est reparti pour une nouvelle saison de décryptage et d'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nombreux sont les politicards. Mais rares font de la politique. Les gens pensent que quand on dit opposition, majorité, c'est vraiment chacun sort avec sa hache. Non, c'est pas ça la politique. Je pense qu'on peut toujours mettre une bonne dose de sincérité dans les rapports qu'on a avec les uns et les autres. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. 1974, quand le général Feu-Marc Tchimoko Ganangwa a approché les partenaires sociaux en les respectant, cette même question de guerre qui est forcément utilisée ici, les syndicats ont accepté qu'on mette en place l'impôt unique sur le traitement de salaire. Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Tout le monde est mauvais sauf celui qui parle. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, tous deviennent sujets. Aujourd'hui, c'est les autres qui parlent de nous. Quand on analyse ce nombre de choses, il y a des choses qu'on peut savoir. Et si on ne prend pas ça en compte, en termes de stratégie sur le long terme, on peut ne pas être sur la bonne trajectoire. Questionnement, critique, analyse, décryptage et des avant-propos qui titillent. Il y a toujours un risque dans toute action. Ce que nous souhaitons, c'est que ces vaccins soient efficaces et n'aient pas de conséquences énormes. Les religions révélées ont tendance à croire que être animiste, c'est être athée. Or, être athée, ce n'est même pas croire en l'existence de Dieu du tout. En objectif, juste la vérité. Le tribunal de l'actualité ne condamnait pas l'information sans l'avoir jugée. Free TV, la télé interactive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, Tray TV et Watt FM. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte du secteur pharmaceutique au Burkina. Disons plutôt une facette de ce secteur avec Emar Tiendré-Bourgo, il est président du syndicat des pharmaciens du Burkina. Bonjour Monsieur Tiendré-Bourgo et merci d'honorer notre convocation. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Je précise que vous êtes également, Monsieur Tiendré-Bourgo, secrétaire général de l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique. Face à vous, on aura deux juges de ce tribunal qui siègent aujourd'hui pour aider à éclairer nos auditeurs et téléspectateurs sur les plus et les moins de votre secteur d'activité. On attend toujours donc notre deuxième juge, mais en attendant, bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président, bonjour madame, messieurs. Bonjour à toutes et bonjour à tous à nouveau. C'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine et c'est parti pour les avant-propos. C'est les avant-propos. Je commence donc avec juge Bernard Bougman qui est là sur le plateau. Bonjour juge, rebonjour. Et donc, quel est votre avant-propos en cette 4e audience? Encore une fois, bonjour également. Et mon avant-propos, c'est la fin de l'opération Barkhane. Et donc, la fin de cette opération militaire française au niveau du Sahel qui a aidé à la lutte contre le terrorisme. Donc, qui a pris naissance sur les cendres de l'opération Serval et de l'opération Épervier. Et donc, ici, c'est une mission pratiquement qui a pris fin. Et donc, mais le président français était clair, ce n'est pas la fin de, comment on appelle ça, de l'intervention du dispositif français au niveau du Sahel. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui ont été pris entre les États et ça existe. Et puis bon, voilà. Mais il a dit, ça va être à la demande des États, mais aussi en lien avec, naturellement, les intérêts économiques et politiques. Ça, ce n'est pas à négliger. Donc, la réalité aussi, c'est qu'elle est là. Chez nous, on dit que quand quelqu'un vous lave le dos, il faut vous laver la figure. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas compter et on ne peut pas compter éternellement sur la protection de quelqu'un dans la vie des nations. C'est comme ça. Et l'Afghanistan est un exemple patent. La Russie s'est cassé les dents, les États-Unis pareillement. Et donc, aujourd'hui, que vaut l'armée afghane?
qu'est-ce que toutes ces coopérations ont laissé comme force à l'armée afghane, comme puissance de feu, comme qualité d'homme. Je pense que c'est beaucoup plus là l'enjeu. Donc, tous ceux qui sont au Sahel et ceux qui observent savent que d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, c'est une opération qui va prendre fin parce que aussi la France a d'autres objectifs, a d'autres ambitions. Donc cet assistanat ne peut pas continuer dans le temps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on gagne dans ce genre d'opération? Qu'est-ce que ce coopérant nous laisse en termes d'expertise dans la formation des hommes, sur le plan de la logistique? C'est surtout là l'enjeu. C'est cette aide-là, comme Sankara l'avait dit, qui nous aide à nous dépasser de l'aide, parce que ce n'est pas qu'une aide financière, parce que c'est en même temps une aide aussi, cette coopération militaire. Donc c'est une opération qui a pris fin, mais aussi qui a certainement été précipitée avec l'affaire au Mali. Donc je pense aussi que c'était prévisible, mais maintenant, après tout ça, comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce que nous nous assumons pour que les autres viennent nous laver le dos et que nous puissions nous-mêmes laver notre visage? Je pense que c'est beaucoup plus là l'enjeu. Dernier avant-propos pour terminer. Oui. Bon, finalement, Nagalo, lui, a démissionné. Dié a été remplacé, on n'a pas vu sa démission, mais les deux, c'est vrai que les deux étaient décriés, mais pas pour les mêmes affaires, pas pour les mêmes reproches. Mais je dis bien, si ça va gripper la machine gouvernementale, il fallait tirer les conséquences. C'est des profils qui peuvent être redéployés ici au terme. Il n'y a pas grand-chose, mais je pense aussi que c'est une situation qui a aussi qui a mis le Premier ministre dans l'inconfort, parce qu'il disait qu'ils n'ont rien trouvé. Donc en principe, ils devaient être installés. Mais s'ils n'ont pas été installés, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien est-ce qu'il y a eu de nouveaux éléments? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe gouvernementale qui a mis du temps à être complétée. L'essentiel, c'est qu'on puisse aller vite et bien. Comme le chef de l'État l'a dit, tout est urgent, mais aussi il faut aller vite et bien. C'est ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Alors, tout est urgent, il faut aller vite et bien. C'était les avant-propos, 2 avant-propos pour le prix d'un, puisque nous avons un juge pour le moment sur ce plateau et pour cette audience du tribunal de l'actualité que vous suivez sur la télévision Trui TV et sur la radio Watt FM. C'est la radio 100% urbaine sur 100.7 FM. Une audience qui aborde les missions et objectifs, mais aussi les difficultés et les perspectives du syndicat des pharmaciens du Burkina, avec son président qui est sur notre plateau, Emar Tiendreburgo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bernard Bougma a peut-être des questions de généralité. Oui, et ça c'est rapidement en pédagogie. On entend l'ordre des pharmaciens, syndicat des pharmaciens. La différence c'est quoi? Merci bien. Merci au tribunal de l'actualité de me donner l'opportunité, je dirais, de présenter cette profession qui est peu connue ou méconnue en fait du public. Pourtant, tout le monde a besoin en fait du pharmacien. Voilà. Alors, il faut dire que au niveau donc du secteur pharmaceutique, effectivement, nous avons 2 instances qui sont le syndicat des pharmaciens et l'ordre national donc des pharmaciens du Burkina. L'ordre s'occupe de tout ce qui est aspect déontologique et éthique. Ça veut dire que l'ordre balise la profession, comment tu dois travailler, comment tu dois exercer. Et le syndicat vient maintenant pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Pour exercer la profession de pharmacien au Burkina, on est obligé de s'inscrire à l'ordre. Mais on n'est pas obligé d'appartenir au syndicat. Il y a parfois des contradictions entre vous? Il n'y a pas de contradiction puisque nous ne faisons pas la même chose. Eux, ils s'occupent donc de tout ce qui est professionnel, hein, voilà, la déontologie, les textes, et le syndicat défend ses membres. Si un membre a un problème, c'est le syndicat qui est mis en avant pour aller donc défendre ce membre. Donc l'ordre ne défendait pas au mieux vos intérêts ou quoi? Non, l'ordre ne défend pas les intérêts, c'est le syndicat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le syndicat existe bien longtemps avant l'ordre. Le syndicat est créé en 1969 et l'ordre a été créé dans les années 2000. Donc vous voyez que c'était pas à l'ordre de défendre les intérêts. Au contraire, c'est le syndicat qui faisait le travail de l'ordre jusqu'à l'apparition en fait ou à la naissance de l'ordre. Et les 2 instances ont des fonctions bien séparées. Donc c'est en même temps un syndicat de patrons? Oui, c'est un syndicat de patrons. Et
vu sous l'angle que vous le voyez, parce que pour vous, le pharmacien, c'est celui-là uniquement qui est dans les officines pharmaceutiques. Donc le syndicat est composé que des patrons d'officines, en quelque sorte, non. Que de pharmaciens. Non, justement. Vous avez, notre syndicat, c'est un syndicat professionnel qui regroupe aussi bien les pharmaciens du privé que les pharmaciens du public. Au niveau du privé, vous avez les officines pharmaceutiques, vous avez les grossistes répartiteurs, vous avez les industries pharmaceutiques, vous avez les laboratoires d'analyse biomédicale. Et au niveau du public, vous avez les pharmaciens qui sont aussi bien au ministère de la Santé, qui sont au niveau de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, qui sont au niveau donc des districts, qui sont dans les hôpitaux, est-ce que vous voyez, et qui sont au niveau de l'université, qui font de la recherche. Donc voilà un peu comment nous sommes structurés, comment est cette profession, et nous regroupons en réalité en fait les intérêts de tous les membres donc qui sont inscrits en tout cas au niveau du syndicat. Donc toutes ces entités que vous citez, que ce soit les grossistes ou que ce soit les laborantins qui sont au niveau du privé, sont membres de l'ordre membres du syndicat des pharmaciens. Ceux qui adhèrent, parce qu'ils ne sont pas obligés d'adhérer en fait au syndicat. Tu peux être pharmacien et tu estimes que bon, j'ai pas besoin du syndicat, donc je n'adhère pas. Mais tu ne peux pas exercer, quel que soit là où tu es, si tu n'es pas inscrit en fait à l'ordre. Oui, mais quand je dis syndicat de patrons, c'est qu'effectivement, au niveau des officines, c'est les patrons qu'on voit. Est-ce que les vendeurs, les caissiers qui sont dans vos pharmacies sont membres de votre syndicat? Non, ils ne peuvent pas être membres de notre syndicat. C'est pourquoi je dis que c'est un syndicat de patrons. Parce qu'ils ne sont pas des pharmaciens. Eux, ce sont des auxiliaires en pharmacie. Et le syndicat, c'est un syndicat des pharmaciens. Donc, effectivement, nous sommes un syndicat de patrons puisque nous sommes au patronat. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il faut savoir que dans la structuration qui est un peu complexe, quand vous prenez en fait une officine, vous avez le pharmacien titulaire et vous avez le pharmacien assistant. Est-ce que vous voyez? Mais les deux peuvent être dans le syndicat, quand bien même un est employé de l'autre. Est-ce que vous voyez? Et c'est la même chose au niveau des grossistes. Vous avez des pharmaciens directeurs généraux et vous avez d'autres pharmaciens qui sont employés et qui ne sont pas en fait dans le top management. Donc il faut arriver à trouver l'alchimie pour défendre les intérêts de toutes ces personnes. Oui, c'est ça aussi, effectivement, trouver l'alchimie pour défendre les intérêts de toutes ces personnes. Vous êtes dans une pharmacie, il y a le patron, comme vous l'avez dit, il y a d'autres pharmaciens qui interviennent. Et s'il y a des problèmes à l'intérieur, comment est-ce que ça se gère entre le patron et qui est membre du syndicat et son employé aussi qui est membre du même syndicat? Oui, c'est la concertation d'abord. Et comme je l'ai dit souvent, quand deux personnes de bonne foi discutent et présentent les arguments, celui qui n'a pas raison, il sait d'office directement qu'il n'a pas raison. Donc alors nous, on ira faire la conciliation entre ces deux pharmaciens et on trouvera en réalité celui, n'est-ce pas, qui doit mettre le plus de l'eau dans son vin pour que ça marche. Et pour préserver en fait le devoir de confraternité, il faut bien qu'on arrive en fait à trouver des il y a eu des situations où des pharmaciens titulaires ont voulu traîner leurs assistants en justice et autres. Mais bon, dans la discussion, nous avons pu aplanir les choses et puis bon, on a préservé ce qui est plus important. Alors, on a préservé ce qui est plus important, c'était des questions de généralité qui nous plongent au cœur du sujet de cette audience du tribunal avec le syndicat des pharmaciens du Burkina. C'est un syndicat qui a été créé le 14 novembre 1969 et qui prépare son prochain congrès prévu pour le 17 novembre prochain. Et si on vous demandait, M. Tienzebogo, de dresser une brève carte postale de ce syndicat professionnel qui existe depuis plus de 5 décennies déjà. Merci. Comme vous l'avez dit, il est créé depuis 1969. Moi, je n'étais pas encore né. J'étais même très loin de venir au monde. Donc, il y a une partie de l'histoire que je n'ai pas vécue et une partie de l'histoire que j'ai entendue. Et il faut savoir qu'au départ, le syndicat a été créé avec quelques pharmaciens parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils ne valaient pas une dizaine. Et il a été créé même avec des pharmaciens français qui exerçaient, puisque c'était la période post-coloniale. Voilà. Donc, et au fil du temps maintenant, les autres pharmaciens sont rentrés et ils ont renforcé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en son temps, il fallait bâtir un système de santé. Puisque le colonisateur nous avait
laisser maintenant les choses. Voilà. Donc il fallait bâtir un système de santé et le syndicat a participé justement à la création, à l'élaboration en fait de ce système de santé. Le syndicat a été un acteur majeur dans la rédaction du Code de santé publique de 1994, qu'on dit aujourd'hui qu'il est dépassé. Et on pourra peut-être revenir là-dessus parce qu'on n'arrive pas à le renouveler pour plusieurs raisons. Et le syndicat également a milité à la création de l'ordre en fait des pharmaciens du Burkina. En réalité, c'est le syndicat qui a œuvré pour la création de l'ordre parce qu'à un moment donné, il était confronté en fait à une situation où il y avait certaines questions qui ne relevaient pas en fait de ses prérogatives. C'est le syndicat également qui a milité, qui a travaillé à ce qu'il puisse avoir en fait les médicaments, n'est-ce pas, de façon continue au Burkina. Pourquoi je dis ça? La première autorisation qui a été donnée pour l'ouverture d'une structure de distribution de grossistes répartiteurs a été donnée en fait au syndicat. Donc ça veut dire que déjà le syndicat se préoccupait de la disponibilité en fait des médicaments au niveau donc du pays. Ça c'est quand on remonte en fait un peu plus loin. Et plus près, nous avons continué en fait à bâtir ce système-là en regardant en réalité, en apportant notre part de contribution sur les aspects de régulation. Voilà. Et également, le syndicat a été en tout cas une cheville ouvrière pour la lutte contre les médicaments de la rue. Vous avez vu à un moment donné, et il a fallu lutter contre les médicaments de la rue. Le syndicat a également milité pour que le médicament générique soit accepté d'abord par la population et que le médicament générique soit disponible dans les pharmacies. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au départ, le médicament générique n'était pas... L'objectif de la CAMEX, n'était pas de rendre le médicament générique disponible. Alors, la CAMEX, c'est la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques et consommables médicaux. Voilà. Donc, pour que les médicaments de cette centrale se retrouvent dans les pharmacies, pour qu'une certaine catégorie de population puisse avoir accès à ces médicaments, il a fallu qu'il y ait une convention entre la centrale d'achat et le syndicat des pharmaciens. Je dis bien le syndicat des pharmaciens. Voilà. Donc ça veut dire que la préoccupation pour nous, c'est que la population puisse avoir accès aux médicaments. Donc vous voyez tout ce qui a été fait par ce syndicat pour qu'on puisse avoir donc accès aux médicaments. Donc voilà un peu ce qui me vient à l'esprit de ce que nous avons eu à faire en gros, parce qu'il y a d'autres petits détails. Voilà, bon, on pourra revenir là-dessus. On pourra revenir là-dessus. Alors aujourd'hui, le Burkina dispose de combien de pharmaciens et votre syndicat en regroupe combien? Alors actuellement au Burkina, nous avons autour de 1300 pharmaciens répartis sur tout le territoire. Et on peut dire qu'autour de 500 personnes adhèrent, n'est-ce pas, au syndicat. Mais le fait que le syndicat soit plus ancien fait que la majorité du temps, le pharmacien, pour lui, d'office, il fait partie du syndicat. Parce que quand il a un problème, il appelle. Nous, souvent, on vérifie, on se rend compte que bon, il n'est pas membre, et en tout cas déclaré, mais on est obligé, n'est-ce pas, d'aller l'écouter et de l'aider comme on peut. Quelles sont les obligations donc du membre du syndicat? En dehors de se déclarer comme membre du syndicat, il y a sans doute des obligations, des cotisations ou des choses comme ça. Voilà, il y a d'abord les frais d'adhésion. C'est ça qui va montrer que tu adhères. Voilà. Une fois que tu as payé les frais d'adhésion, il y a des cotisations annuelles, n'est-ce pas? Et les cotisations annuelles sont différentes. Bon, je ne vais pas donner les montants ici, c'est différent selon que tu sois dans le privé, que tu sois dans le public. Donc, une fois que tu adhères, chaque année, tu dois cotiser. Alors, dernière préoccupation, avant de passer la parole au juge Bernard Bougma sur cette considération-là. On a une grande concentration, dans tous les domaines d'ailleurs, sur Ouagadougou plutôt que dans les autres régions et dans les autres villes. Qu'en est-il pour les pharmacies? On a 1300, en gros, 1300 pharmaciens, dites-vous, sur le territoire national. Quelle est la concentration qu'on observe donc pour Ouagadougou? La proportion est d'à peu près combien? Je dirais environ la moitié. Environ la moitié sur Ouagadougou et le reste sur le reste du territoire. Cela s'entend les pharmaciens du privé et les pharmaciens du public. Voilà. Et je peux dire aujourd'hui qu'on a plus de pharmaciens dans l'administration publique
que dans le secteur privé. Alors, oui. C'est une tendance qui a été inversée. Une tendance qui a été inversée, dit notre convoqué du jour. Il s'appelle Emar Tiendré Beogo. Il est président du syndicat des pharmaciens du Burkina, juge Bernard Bourgman. Oui, quand vous posez vos revendications, c'est devant qui vous les posez? Ah, ça, c'est une grosse question. Voilà. Nos revendications, nous les posons à plusieurs niveaux, du fait de la particularité en fait du secteur. Donc nous avons un pied au niveau donc avec le ministère de la Santé, dont on relève, parce que c'est le ministère de la Santé en fait qui est notre ministère de tutelle. Alors, il se trouve que le fait que nous avons une partie du secteur qui fait du commerce, donc on a également, je dirais, une relation avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, parce que nous avons des industries également. Voilà. Et il faut également dire que nous avons des relations avec le ministère des Finances. Voilà. Parce que nous payons nos impôts correctement, et je pense même que on attend toujours qu'on nous félicite pour cela, parce que nous contribuons beaucoup au niveau des assiettes, même si c'est vrai que ils nous talonnent, ils nous fatiguent, mais bon, on arrive à payer les impôts, à se comprendre. Voilà. Ouais. Nous on paye nos impôts. Voilà, on est sûr de ça. On paye nos impôts. Voilà. Donc on a également un contact avec le ministère de l'Environnement, qui est rentré un peu en jeu, parce que vous savez que depuis un certain temps, c'est les sachets biodégradables qu'on demande d'utiliser au Burkina, et donc il fallait que nous on puisse faire le switch pour avoir donc des emballages biodégradables qu'on vous donne avec vos médicaments. Je dis bien donner parce que vous ne payez pas ça. Voilà. Ouais. Et on a également un contact avec, je dirais, les communes. Voilà. Parce que les mairies également sont des gens avec qui on discute souvent, parce que à cause des plaques que tu installes pour indiquer, il y a des taxes à payer. Donc là aussi nous discutons donc avec ces mairies-là. Donc voilà un peu, il y a d'autres acteurs avec lesquels également on discute. Voilà. On ne pose pas forcément des revendications claires, mais quand même quand il y a un problème, on peut échanger pour qu'on arrive à s'expliquer, à se comprendre. Est-ce que vous en avez même d'ailleurs? Quelles sont les revendications de syndicats de pharmacie? Voilà une entité qu'on n'entend jamais. Non, on ne nous entend pas parce que nous, on a une manière assez particulière de régler nos problèmes. Est-ce que vous avez même des problèmes? On a des problèmes. Lesquels? Non, il y a beaucoup de problèmes dans le secteur. Déjà, vous-même, vous ne connaissez pas très bien, je dis, la population. C'est pourquoi on veut savoir quels sont vos problèmes. Très bien, en fait, le secteur. Voilà, donc les problèmes sont de divers ordres. Au niveau donc du secteur public, il y a la place du pharmacien qui n'est pas très bien connue. Malgré que nous relevons du ministère de la Santé, le ministère de la Santé lui-même n'arrive pas à faire une place pour le pharmacien. Ils ont tendance à reléguer le pharmacien à un rôle en fait de subalterne, alors que c'est un cadre. Quand vous regardez dans la structuration du ministère, vous allez trouver très peu de pharmaciens en fait dans les structures décisionnelles. Mais effectivement, vous n'entendez pas revendiquer cette place. C'est pourquoi je pose la question si vous avez même des problèmes. Non, on le fait. On revendique. Il n'y a pas ce contact avec le ministère où on n'a pas posé le problème. Quand vous prenez la structuration, vous avez le ministre. Habituellement, c'est un médecin. On a eu un ministre pharmacien, mais pendant la Révolution. Après cela, le secrétaire général, habituellement, c'est un médecin. Les directeurs centraux sont des médecins. Bon, voilà. Donc, jusqu'aux structures déconcentrées, les pharmaciens, en fait, n'ont pas de grandes responsabilités. Et ça, c'est un des points que nous discutons avec le ministère. On les fait comprendre. Mais nous ne le faisons pas d'emblée dans un bras de fer. Parce que souvent, quand tu obtiens quelque chose par un bras de fer, c'est pas sûr que c'est parce que tu as raison. Mais progressivement, ils vont y arriver parce qu'ils n'ont pas le choix. Progressivement, votre syndicat existe depuis 1969. Oui. Bon, depuis 1969, vous avez dit que c'est sous la Révolution qu'on a eu un ministre pharmacien. Exactement. Ça dit que depuis là, on n'en a plus eu. Et puis même quand vous citez jusqu'aux structures déconcentrées, docteur, on sent la frustration.
Non, la frustration... Mais donc quand vous dites que vous revendiquez en douce, est-ce que c'est même une préoccupation même pour vous? Non, c'est une préoccupation, puisque revendiquer en douce ne veut pas dire qu'on n'est pas ferme. Je revendique en douce, vous ne voyez pas, mais quand je parle à un ministre de ses problèmes, ce n'est pas avec le même ton. Mais depuis des années, vous entendez pas? Non, il ne faut pas forcément aller en fait à des bras de fer. Est-ce que vous voyez? C'est pas ce que nous on regarde. Vous imaginez s'il y a un bras de fer entre les autorités et le secteur pharmaceutique. Est-ce que vous imaginez un peu de ce qui peut arriver? Il ne s'agit pas de bras de fer. Il s'agit de dire nous avons une part contributive énorme dans le système de santé au Burkina. Justement. Et on l'entend jouer notre part. Parce que il y a une histoire. Il y a une histoire. Les pharmaciens ont occupé des rôles de par le passé dans le secteur. Mais il se trouve que lorsqu'on a libéralisé le secteur, les pharmaciens en fait ont quitté l'administration publique en majorité et se sont retrouvés dans le privé. De fait, la nature ayant horreur du vide, le vide a été comblé. Est-ce que vous voyez? Par d'autres compétences. Et pour revenir maintenant, jouer en fait les rôles de premier ordre, c'est difficile. Il faut éviter en fait, il faut aller soit à un bras de fer ou aller progressivement. Et je pense que depuis un certain temps, ils commencent à comprendre. C'est pour ça que nous avons maintenant deux grandes directions au niveau donc du ministère de la Santé, qui est l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, et vous avez la Direction générale de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques, qui concentre en fait beaucoup de pharmaciens. Mais pour pouvoir arriver à cela, il a fallu qu'on bande les muscles, comme on le dit, et qu'on menace l'autorité d'aller en fait en grève et de fermer nos pharmacies. En fait, en réalité, c'est ça. Mais vous n'avez pas entendu parler de ça. Pourtant, le médiateur a intervenu. Le médiateur du FASO. Le médiateur du FASO, Madame Saran Sérémé en son temps, elle a intervenu pour qu'on n'en arrive pas à ça. Mais malgré tout ça, la population n'a pas beaucoup entendu parler de cela. Oui, mais puisque c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est un syndicat de patrons, donc qui n'a pas aussi... c'est pourquoi j'ai demandé vos préoccupations, vous les déposez devant qui? Mais c'est pour ça que je vous ai dit, puisque les préoccupations sont de plusieurs ordres. Par exemple, le ministère de Commerce. Quelles sont les revendications, par exemple, que vous déposez sur la table du ministre du Commerce, par exemple? Non, notre porte d'entrée, c'est le ministre de la Santé. Tout à fait. Mais vous avez dit que vous intervenez dans l'industrie. Notre porte d'entrée, c'est le ministre de la Santé. On intervient avec les autres ministères pour des problèmes ponctuels. Par exemple, quand vous prenez le ministère du Commerce, on a un problème, une préoccupation avec laquelle nous sommes en train de discuter avec eux depuis quelques années, qui est donc la marge, n'est-ce pas, du générique qu'ils nous imposent. En fait, aujourd'hui, le ministère du Commerce nous demande de vendre moins cher que dans les structures publiques. Et ça, le médicament essentiel générique, voilà, moins cher que dans les structures publiques. C'est pas, ça ne répond en fait à aucune règle. Voilà, parce que nous, on paye des taxes, on a des charges, les autres, ils n'ont pas de taxes. Donc, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le médicament essentiel générique coûte plus cher dans les officines ou dans les structures publiques que dans les structures privées? Normalement, oui. C'est ce qui est écrit dans les textes. C'est ce qui est écrit dans les textes et c'est ce que le ministère du Commerce souhaite. Donc la population a intérêt à acheter ces médicaments génériques chez les privés plutôt que chez le public. Parce que normalement, ça devrait être moins cher là-bas. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Voilà, parce que nous, on reste sur les faits réels. Donc nous sommes sur nos prix réels. Maintenant, bon, eux, ils peuvent mettre les marges qu'ils veulent. Voilà. Si ça ne nous arrange pas, on va discuter, on va se comprendre et on va continuer à avancer. Voilà. Alors, en parlant de ça, justement, le pharmacien, il est vu comment dans la société? Quel est le rôle d'un pharmacien dans une société, notamment dans une société comme celle du Burkina, dans un contexte difficile, on le sait, parce que, justement, dans l'imagerie populaire, le pharmacien, c'est celui qui a ouvert une officine et qui n'est là que pour vendre ses spécialités, là où il a beaucoup d'argent. Alors,
quel est le rôle d'un pharmacien? Quel rôle doit jouer un pharmacien dans la société? Alors, le pharmacien, c'est votre conseiller en santé. Le pharmacien, c'est celui qui est le plus disponible pour vous. Et vous pouvez même vous permettre d'aller l'insulter. C'est ce que nous vivons souvent dans nos officines. Bon, il ne faut pas accepter les insultes. Non, mais on n'a pas, on le vit. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos pays, aussi bien au Burkina que dans la majorité des pays africains, quand tu dis pharmacien, on voit uniquement celui qui a une officine. Mais comme je l'ai dit, il y a celui qui a l'officine, il y a celui qui a l'officine, il y a celui qui travaille chez le grossiste répartiteur. Vous avez des pharmaciens au niveau donc des laboratoires d'analyse biomédicale. Ça veut dire que quand tu pars faire un examen biomédical, en tout cas jusqu'à un passé récent, c'est un pharmacien qui va signer et valider ton examen. Est-ce que vous voyez? Et au niveau de l'industrie, on a un début, en tout cas, qui est fait au niveau du pays, même si c'est un peu difficile. Et au niveau de la recherche également, il y a de belles choses qui sont faites. Par exemple, tout récemment, lors du semaine de l'innovation pharmaceutique, il y a vu qu'ils ont présenté une crème cicatrisante qu'ils ont élaborée au niveau de l'université de Ouagadougou et qui marche très bien et que les praticiens commencent en fait à utiliser. Donc, le pharmacien, de façon, tu peux pas sortir le matin et rentrer le soir sans avoir eu affaire à un pharmacien. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais le Coca-Cola que vous buvez, ça a été fabriqué par un pharmacien, ça a été mis au point par un pharmacien. Est-ce que vous voyez? Quand vous buvez de l'eau, n'est-ce pas, embouteillée, n'est-ce pas, il y a des chimistes, mais la plupart du temps aussi, il y a des pharmaciens qui travaillent dans ces structures. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément, en fait, la personne que tu vas avoir en face de toi, mais souvent, ils sont en arrière-plan. Et travaille en fait. Parce que quand tu pars dans un laboratoire, c'est pas un pharmacien qui va venir te prélever, c'est quelqu'un d'autre qui va venir te prélever, mais c'est le pharmacien qui va faire les analyses. Oui, mais dans notre système de santé, comme l'a si bien dit le président, on ne perçoit pas le rôle véritable du pharmacien quand on intervient au niveau de l'hôpital. Je prends le public. Aujourd'hui, le pharmacien, il intervient réellement à quel niveau? D'accord, merci bien. Au niveau de l'hôpital, d'accord. Public. C'est bien ça. Oui. Voilà. Et quand vous rentrez à l'hôpital, d'accord, et que vous avez un problème d'urgence, vous êtes admis dans un service d'urgence. Le service d'urgence va utiliser des médicaments pour lever l'urgence. C'est qui met à votre disposition ces médicaments? C'est le pharmacien. Donc il y a un service pharmacie qui est là. Quand vous rencontrez un médecin, il y a des examens médicaux qu'il demande. La plupart du temps, quand on parle de radiologie, ça c'est médical. Mais vous avez les examens de laboratoire. Si vous prescrivez un prélèvement sanguin, il faut savoir qu'avant que vous ayez votre résultat, c'est un pharmacien en fait qui va viser. Est-ce que vous voyez? Donc déjà au niveau de l'hôpital, voilà un peu en fait ce que le pharmacien est. Alors on ne comprend pas bien, parce que quand vous dites qu'un pharmacien va viser, il va viser quoi? Le résultat? Puisque quand on demande un examen, on va en laboratoire, on fait l'examen, on revient donner le résultat au médecin. À quel niveau intervient le pharmacien? Non, là où on vous remet le résultat, il faut qu'un pharmacien valide pour voir est-ce qu'il n'y a pas des incohérences dans les résultats. Mais ça, il faut qu'il l'analyse. Vous ne le savez pas. Voilà, vous ne le savez pas. Le pharmacien, il est au niveau des laboratoires. Oui, il est au niveau du laboratoire. D'accord. Alors, parce que dans l'imaginaire burkinabé, le pharmacien, c'est un vendeur de produits tout simplement. C'est ça, qu'on déteste d'ailleurs. Bon, c'est un vendeur de produits, sauf que quand vous rentrez, vous avez affaire aux vendeurs ou aux vendeuses, et puis à la caissière ou au caissier, puis vous prenez votre produit et vous partez. Donc le patron d'ailleurs, on ne le voit pas. Ou bien c'est quand vous demandez à le voir, c'est dans un bureau quelque part là-bas et puis il est assis. Donc pour l'imaginaire du burkinabé, c'est un vendeur. Mais en même temps, il y a une préoccupation des populations burkinabées, les pharmacies de garde. Donc, c'est vrai que maintenant, ce n'est plus comme avant. Parce qu'avant, il y en a que si vous n'êtes pas de garde, vous fermez à midi et demi, vous revenez à 15h pour refermer à 18h, c'est à 18h30. Mais maintenant, si vous n'êtes pas de garde, je pense qu'ils vont jusqu'à 20h. Mais il y a aussi cette garde-là. Pourquoi?
Alors, c'est voulu par l'État ou c'est l'ordre qui l'a organisé comme ça? Avant de répondre à cette question sur les gardes, toujours sur le rôle du pharmacien dans la société, normalement le pharmacien doit être aussi un conseiller dans ces officines-là. Quand un patient arrive ou qu'il n'y a pas le produit qu'on lui a prescrit, il devait pouvoir conseiller ou parfois même quelqu'un peut se sentir mal et s'adresser directement à un pharmacien pour savoir, voilà, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Est-ce que vous jouez ce rôle-là ou est-ce que ce rôle-là est perçu dans la société pour que les gens s'adressent à vous? Est-ce que vous êtes toujours présent par rapport à cette dimension de votre rôle dans la société? Alors, il faut savoir déjà qu'au niveau des pharmacies, il y a un exercice personnel. Voilà. Ça veut dire que c'est toi qui dois exercer, parce que c'est ton diplôme qui est là. Mais bien sûr, c'est une entreprise, il y a beaucoup de choses que tu fais et tu ne peux pas être en fait en front au comptoir permanemment. Mais si vous remarquez, si le pharmacien est là, si vous demandez à le recevoir, il vous recevra toujours. La majorité des gens viennent avec des ordonnances. Voilà. Et chaque fois qu'un produit sort de la pharmacie, le pharmacien engage sa responsabilité, même s'il n'est pas là. Chaque fois qu'un produit sort de la pharmacie, il engage sa responsabilité. Responsabilité civile et pénale. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons obligation de donner en fait les conseils à toute personne qui en a besoin dans la pharmacie. C'est une obligation. Voilà, c'est une obligation. Mais bien évidemment, tout le monde n'a pas besoin de conseils. Mais je peux vous assurer que dans la journée, on reçoit en fait des patients, souvent même qui méconnaissent le rôle du pharmacien et qui pensent que tu peux le consulter comme un médecin et qui ne comprend pas quand tu lui dis non, ce que tu m'as expliqué nécessite que tu vois un médecin. Souvent ils ne comprennent pas, ils s'énervent et puis ils se lèvent, ils s'en vont. Voilà. Donc ce rôle-là est obligatoire parce que on dit qu'on vend les médicaments, nous on dit qu'on dispense le médicament. La dispensation du médicament encadre en fait un certain nombre de règles. Il faut d'abord évaluer le terrain du patient, il faut évaluer en fait les prescriptions, il faut regarder. Il y a plusieurs fois où on est obligé d'appeler le médecin pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé dans sa prescription. Alors, tout à l'heure, vous dites que chaque médicament qui sort d'une officine engage la responsabilité du pharmacien. Mais qu'est-ce que vous faites alors dans ces cas très nombreux d'automédication où le monsieur il vient, il dit bon, je veux du paracétamol ou je veux tel autre produit sans ordonnance, sans rien. Il se sent mal, il sent un peu de migraine ou un peu de ceci, il va à la pharmacie, il achète un produit. Ça engage aussi votre responsabilité? Puisque tu n'es pas obligé de donner le médicament, tu dois d'abord évaluer pour savoir qu'est-ce que la personne va faire avec le médicament. Mais ça, on ne le demande pas, hein? On ne le fait pas. Non, ok. Il y a des médicaments, n'est-ce pas, en vente libre, comme le paracétamol, comme un antipaludique dans nos contrées. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des médicaments, vous savez bien que si vous partez demander, on ne va jamais vous donner. Voilà. D'accord. Même si tu arrives, c'est ton automédication, tu demandes, on va te dire qu'on ne va pas te donner. Il faut une ordonnance. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Ouais, donc vous voulez nous dire qu'il n'y a personne qui deal entre guillemets ou qui ferme les yeux, disons plutôt, sur ce genre de situation, même si tu n'as pas d'ordonnance, alors que le médicament... Un pharmacien un pharmacien ou un vendeur... Je vous explique. Si c'est le vendeur, on ne peut pas le contrôler à tout moment parce qu'il n'a pas prêté serment comme nous. Voilà. Mais il est sous notre responsabilité. Mais vous voyez quelqu'un qui rentre dans ma pharmacie, d'accord, et il s'écroule parce que ça arrive et visiblement on se rend compte que c'est un asthmatique. Je ne vais pas attendre de dire qu'il faut aller consulter. Moi je vais prendre un produit contre l'asthme, on va utiliser ça pour lever l'urgence et après maintenant. Et ça c'est fréquent dans nos pays, surtout en cette période qui est en train de commencer là. Si on va répertorier tous ces cas là, vous allez voir. Un patient qui arrive et qui s'écroule à l'officine, c'est fréquent. On arrive à gérer en fait ces cas avant d'orienter en fait le malade vers les structures de soins. Alors, la préoccupation du juge Bernard Bougma qui concerne les pharmacies de garde. Voilà. Pourquoi d'abord il faut des gardes dans les pharmacies alors que normalement les pharmacies devraient être ouvertes à tout moment, non? Oui.
Les pharmacies devraient être ouvertes à tout. Mais pourquoi une garde? C'est organisé par l'ordre, par le syndicat ou c'est l'État? Les gardes sont organisées par l'ordre. Voilà. Et ce qu'il faut savoir autour de cette garde-là, c'est que le pharmacien d'abord d'officine, parce que bon, c'est lui qu'on connaît. Le pharmacien d'officine, en fait, est celui-là, si vous remarquez, dont la profession a beaucoup évolué en fonction en fait de ce que les populations veulent. Comme vous l'avez dit, on ouvrait à 8h, on fermait à 12h. Ensuite, on revenait à 15h, on fermait à 20h. Et à un moment donné, les populations, on a vu que bon, il y avait plus un besoin. Donc, on fonctionne en continu, de 8h à 20h. Mais vous savez bien que quand vous fonctionnez de 8h à 20h, les charges augmentent. C'est ça. Est-ce que vous allez accepter qu'on répercute? On ne l'a pas fait. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la porte d'entrée dans le système de santé, ce n'est pas l'officine pharmaceutique, c'est le CSPS. Le centre de santé, de protection sociale. Quand tu te lèves, tu as un problème, c'est là-bas d'abord tu dois aller. C'est ce que le ministère de la Santé a, c'est ce que le système dit. Est-ce que vous voyez? Mais il faut reconnaître qu'à ce niveau, il y a souvent en fait des insuffisances. Et souvent, il y a des maladies et il y a des cas qu'on peut gérer en fait en pharmacie. Donc le système de garde, il faut comprendre que ça vient d'abord en appoint à un système qui existe. Est-ce que vous voyez? Donc ça permet justement d'appuyer en fait le système de santé où tout le monde devrait se retrouver. Vous voulez nous dire que les pharmaciens ne sont pas obligés de faire, les pharmacies ne sont pas obligés d'observer la garde? Il n'y a pas une loi qui nous oblige à le faire. Mais dès lors que vous le faites, c'est comme si c'était une tontine qui ne dépasse son nom. C'est-à-dire vous ouvrez à tel bureau, vous faites la garde. Oui. Après, c'est nous pour que chacun puisse avoir son compte. Ah oui, on peut dire ça comme ça, vu comme ça. Parce que vous voyez ça sous l'angle en fait de... comment on appelle ça, l'angle mercantile. Oui, mais c'est vrai puisqu'on paye. La réalité, c'est qu'il y a de l'argent qui est sorti pour prendre le médicament. D'accord, ok. Si on fonctionne 24 sur 24, est-ce que vous allez accepter que les charges qui sont afférentes à cela, qu'on puisse le répercuter sur le prix du médicament? Parce que si tu fonctionnes 24 sur 24, ton personnel augmente, ton électricité augmente, comment dirais-je, tu es obligé de prendre un assistant plein temps. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité... Obligé de payer davantage... oui, bien sûr, les charges vont augmenter. Voilà. Et c'est en même temps une entreprise. Et puis la réalité aussi que nous sommes... c'est une fonction qui est libérale. C'est une fonction qui est libérale, oui. Mais nous ne manipulons pas, en fait, n'importe quel produit. C'est un produit très sensible. Si on se lève aujourd'hui et on dit, à partir de maintenant... l'effet que vous payez à tel prix, vous allez le payer à tel prix maintenant parce que nous faisons la garde. Vous peut-être, ou une certaine catégorie de personnes pourront se permettre cela, mais il y a une couche qui ne pourra pas. Il faut pas regarder seulement cet aspect en fait mercantile. Donc ça dit que si vous devez faire du 24 sur 24, nous devons attendre une augmentation des prix des produits? Mais c'est logique, non? Moi je ne sais pas. Non, je vous demande. Moi, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas dans ce puisque je veux comprendre. Puisque les charges vont augmenter. D'accord? Si les charges augmentent et que le pharmacien reste au niveau actuel, ça veut dire qu'il finira par disparaître. Puisqu'il ne pourra plus en fait faire face à ses charges. Toute entreprise c'est comme ça. Si tu n'arrives pas à faire face à tes charges, tu vas disparaître. C'est la même chose que pour la télé. Voilà. Si on n'arrive pas à vous payer convenablement, si on n'arrive pas à payer l'électricité, la Sonabel ne va pas venir dire que c'est parce que c'est une pharmacie, on va laisser, ils viennent fermer. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a cet équilibre-là qu'il faut trouver. Il y a plusieurs systèmes. Quand vous prenez au Mali, par exemple, eux, ils permettent, si tu veux ouvrir 24 sur 24, tu ouvres. D'accord. Donc c'est le choix est laissé à chaque officine ou à chaque pharmacien en fait. Voilà. Mais si tu prends ce système, comment toi, le citoyen, tu peux savoir quelle est la pharmacie en fait qui est de garde?
Puisque aujourd'hui, avec le système d'information sur Internet ou sur... il y a une organisation sur interne. Les réseaux, même sur les... Non, mais le gars, il ne va pas vous dire... Puisqu'on lui dit qu'il peut être de garde quand il veut. Ça veut dire que le jour qu'il n'est pas content, il ferme. Et ça, c'est pas... Alors, justement, puisque vous êtes également secrétaire général de l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, comment ça se passe dans les autres pays, finalement, cette affaire de garde? Est-ce que c'est le même système qu'on a dans tous les pays? Et il me souvient effectivement qu'il y a des pharmacies qui ouvrent 24 heures sur 24, et donc vous venez de soulever donc, un problème lié à cela. Si toutes les pharmacies n'ouvrent pas 24 heures sur 24, alors quelle est la situation? Globalement, quelle est la situation dans notre sous-région? Non, en Côte d'Ivoire et puis au Burkina, le système de garde, c'est le même. Voilà. Et je pense qu'au niveau du Sénégal aussi, c'est pareil. C'est au niveau du Mali, comme je le disais, où en fait, bon, les gens pouvaient ouvrir. La liberté. Voilà. Mais ils sont en train de revenir en fait sur un système bien organisé. Est-ce que vous voyez? Parce que ce que le juge Bougma a dit, il faut savoir aussi qu'il y a l'exercice personnel en fait du pharmacien et il sera obligé en tant qu'individu d'être gardant. En réalité, quand nous faisons une semaine de garde, en fait, c'est vraiment fatigant. Est-ce que vous voyez? La solution pour permettre à la population d'avoir, comment on appelle ça? Je veux dire une solution actuellement. Peut-être qu'un jour on arrivera en fait à un système de garde généralisé, mais actuellement l'ordre s'arrange en fait à ce qu'il y ait beaucoup de pharmacies en fait par semaine pour la garde. Actuellement, j'ai regardé le calendrier de 2023, ça veut dire que pour chaque garde, on aura au moins 50 pharmacies à Ouaga qui seront de garde. C'est pas suffisant, certes, mais il y a un équilibre qu'on essaie de trouver pour pouvoir permettre à la population d'avoir ces médicaments, mais également assurer la pérennité en fait de ces entreprises. Parce que il faut savoir qu'il y a des officines qui sont dans des zones où faire la garde en fait ne va pas l'arranger, parce que si tu es au centre-ville et qu'on t'impose de fonctionner 24 sur 24, ça veut dire que tu fonctionneras vraiment à perte. Est-ce que vous voyez? Et ça peut entraîner ces pharmacies qui sont dans ces zones où fonctionner 24 heures sur 24 va leur créer des pertes. Ces pharmacies pourront être amenées un jour à disparaître. Et si cette pharmacie disparaît, si une pharmacie disparaît, ça rallonge encore le chemin du patient pour pouvoir donc avoir accès à son médicament. Donc, c'est pour ça que nous réfléchissons pour trouver en fait un équilibre. Vous avez vu qu'on faisait de 8h à 12h. On interrompait pour revenir. Maintenant, on passe de 8h à 20h. C'est parce que nous sommes à l'écoute de la population. Peut-être que demain, si on arrive à trouver en tout cas un bon moyen et une bonne organisation, on pourrait passer à 24 sur 24. Et peut-être aussi qu'on n'aura même pas besoin de passer à 24 sur 24 parce qu'on aura suffisamment d'officines en fait qui seront de garde dans la journée. En Tunisie, ils ont des officines de nuit et ils ont des officines de jour. Voilà. Est-ce que, ouais. Donc tout ça, c'est des systèmes. Il y a des officines qui ouvrent le jour uniquement et d'autres qui ouvrent la nuit. Ouais, toujours sur les gardes. Non, sur les gardes. Sur la disparité. Parfois, on a une disparité des prix entre pharmacies. D'une pharmacie à l'autre, les prix des produits changent. Et les populations ne comprennent pas pourquoi. C'est vrai. Effectivement, nous sommes saisis en fait plusieurs fois par rapport à cela. Mais d'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi même ne nous autorise pas à vendre au même prix. En situation de monopole, vous ne pouvez pas vous entendre pour vendre au même prix. C'est la loi de la concurrence. Merci. Donc c'est pour ça que même malgré les récriminations, bon, on fonctionne comme ça. Mais le secteur a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait quand même trop de spéculation. Donc, on a donné, j'arrive. Donc on a donné une marge indicative à ne pas dépasser. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les sources d'approvisionnement étant différentes, les périodes d'approvisionnement étant différentes, les moyens d'approvisionnement étant différents, il peut arriver à certains moments que le prix du produit passe en fait du simple au double. Voilà. Parce que j'ai des patients, le produit est en rupture chez tous les grossistes, je décide de l'importer moi-même en urgence
en Europe ou au Maghreb, ça va venir soit par DHL ou par avion. Déjà, il y a des coûts. Quand ça va arriver, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais de douane sur les médicaments, mais il y a des taxes que je vais payer. Donc, quand vous allez répercuter tout ça, souvent tu te retrouves avec des produits dont les coûts sont élevés. Maintenant, ton malheur, c'est tant que chez les autres, il n'y en a pas, les gens viendront payer, mais dès que ton produit est arrivé et que un grossiste X a fait rentrer le produit, lui il fait rentrer ça par bateau, c'est de gros volumes, ça ne peut pas être le même prix. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en fait ça qui est le problème. Donc, j'ai dit les sources d'approvisionnement, les moyens d'approvisionnement et les périodes. Voilà. C'est ça qui fait parce que vous savez que nous ne produisons pas, donc nous utilisons en fait des centrales d'achat en Europe qui achètent. Et ces centrales d'achat achètent chez les fabricants. Et en fonction des relations que la centrale d'achat a avec le fabricant, ils peuvent avoir en fait des jeux sur les prix. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, et ça il faut les féliciter, il y a des moments où sur certains produits, ils négocient en fait les prix avec les fournisseurs pour que la population puisse avoir en fait accès. Et ça, il faut leur féliciter. Il faut féliciter, oui. Oui, parlons de production locale. Il y a une unité qui reste fermée à Komsiliga. Est-ce que le syndicat sait pourquoi? Bon, je vous rassure déjà, voilà, elle va fonctionner bientôt. Il y avait des procédures administratives qu'il fallait régler. L'unité est déjà montée. Voilà. Nous-mêmes, on l'a visitée. Voilà. Et il faut dire que Covid n'a pas facilité en fait le démarrage des activités de cette usine. Ok. Voilà. Parce que depuis 2020, il devait commencer. Voilà. Et face en fait à la Covid, il y avait des problèmes pour pouvoir acheminer. Bon, les techniciens qui devaient venir installer ne pouvaient plus venir. Ben, c'était des Américains, des Italiens, donc c'était un peu compliqué. Mais au-delà de cela, il y a qu'avant de commencer la vente du médicament, il faut avoir les autorisations de mise sur le marché. Et pour avoir les autorisations de mise sur le marché, il faut avoir les bonnes pratiques de fabrication. Donc ça, c'est des procédures en fait, voilà, que nous avons pour pouvoir être sûr que le médicament qui va sortir là a une garantie, en tout cas, des qualités qu'on veut. Voilà. Donc c'est ce temps-là que ça a pris, mais je pense que de ce que j'ai entendu dernièrement, ils ont passé ces étapes-là et très prochainement, donc on pourrait avoir donc ces produits. Donc on pourrait l'avoir sur le plan local ici. Oui. D'accord. Mais il y avait aussi une unité de fabrique de consommables, gants, seringues, qui avait été aussi envisagée. C'est ça. Oui, ça piétine. Oui. Bon, comme vous êtes le syndicat, alors que c'était pour rapprocher davantage aux consommateurs, mais aussi faciliter la tâche au niveau local par rapport aux approvisionnements. Là aussi, qu'est-ce qui passe? Oui, c'est peut-être pour les mêmes problèmes. Bon, j'avoue que là-bas, j'ai moins d'informations. Voilà, parce que j'avais effectivement entendu qu'ils avaient lancé. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les types de consommables qu'ils font, le problème auquel ils seront plus confrontés, ça serait le problème de la matière première. Voilà. Parce que tu vas utiliser du latex. Et quand on regarde toute la période de Covid, là, c'était pratiquement impossible d'avoir non seulement les matières premières et de transporter en réalité ces matières premières jusqu'au Burkina. Et même jusqu'à présent, on a des problèmes en fait pour pouvoir avoir des conteneurs pour convoyer donc les produits. Donc ce sont des éléments, je pense, qui rentrent également en jeu. En plus des problèmes en fait financiers, voilà, parce que c'est de gros investissements et il faut pouvoir donc par étapes, voilà, que celui qui a décidé de financer puisse décaisser en fait les sous. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. 30 secondes pour nous parler de ce congrès qui se tient dans quelques jours. Juste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce congrès qui va consacrer aussi le 53e anniversaire de votre syndicat? C'est bien ça. Il faut dire que c'est un congrès ordinaire. Il y a deux congrès, un congrès extraordinaire et un congrès ordinaire. Donc, qui sera se tenir donc, le 17 novembre à Pacific Hotel à partir de 9h. Et à la fin de ces deux congrès, on doit avoir un nouveau bureau et un nouveau président. Voilà. Donc, il va prendre les rênes donc, du syndicat.
et je pense que c'est l'acte ultime. Et comme ça tombe dans la semaine en fait de anniversaire du syndicat, il y aura certainement d'autres activités. Voilà, qui seront. Donc c'est ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui recevait pour vous Martin Rebogo, président, je dirais plutôt président sortant du syndicat des pharmaciens du Burkina. Il est aussi secrétaire général de l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique. Merci d'avoir honoré notre convocation. Aujourd'hui, j'ai fonctionné avec un seul juge. Merci, juge Bernard Bougma, d'avoir été là. Merci également aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous et prenez déjà le rendez-vous avec une nouvelle audience du tribunal demain matin, en direct à partir de 8h temps universel sur l'ensemble de notre réseau, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.